Vous arrive-t-il d'être complètement déstabilisé par le chaos de vos joueurs? Moi, pas mal tout le temps. Ben oui, Internet, Donjons Dragons, c'est une activité formidable qui nous propose de faire tout ce que notre imagination peut concevoir. Fait que c'est très tentant pour des joueurs de Donjons Dragons, de Shadow Dark, de Dungeon Crawl Classics, de faire des affaires inimaginables, chaotiques, imprévisibles et parfois même problématiques éthiquement. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais aujourd'hui, j'ai essayé de faire le top 5 des moments les plus chaotiques que j'ai vécu à une table de jeu de rôle. Donc, c'est des moments tellement what the fuck avec mes joueurs où je suis incapable de comprendre comment leur cerveau est arrivé à ce plan de match-là. J'ai l'impression que c'est le plaisir aussi, hein. À mes tables, on aime ça, pas trop se prendre au sérieux. Et ça permet aux joueurs de se donner une latitude parfois étonnante. Je dirais, un des moments qui m'est tout de suite venu en tête, c'est il y avait une rencontre pendant qu'on jouait à Donjons Dragons avec les appendices devant public. Donc oui, déjà, hein, on joue devant public, alors on se permet certaines actions qui sont surtout chaotiques et drôles pour faire rire les gens. Mais là, j'avais l'impression que cette rencontre-là, c'était un combat contre un troll dans un opéra. Une grande salle de spectacle abandonnée. Donc, imaginez une scène et il y avait ce troll monstrueux qui était l'adversaire à abattre pour les joueurs. Et ce troll cruel avait capturé une pauvre petite gnome. Donc, il y avait cette gnome-là qui était une grande prodige du piano. Et le troll l'avait enchaînée avec de grosses menottes au piano, à un orgue, et il la forçait à jouer. Donc, pendant le combat, les joueurs arrivent dans ce lieu désaffecté, ils entendent la musique fantomatique de cette jeune gnome-là qui est forcée de jouer contre son gré. Et il y a le troll qui est là au sommet de l'orgue, qui attaque les joueurs, et c'est un gros combat, puis je sentais que mes joueurs, c'était pas pour faire rire le public, mais ils étaient vraiment dans le puzzle. Ils se disaient, comment on va faire pour faire mal au troll? Puis tu sais, nous, on le sait, probablement, si vous avez déjà joué à Donjons Dragons, vous savez, les trolls se régénèrent. Donc, je décrivais qu'à chaque fois qu'il l'attaquait, le troll, ses blessures, se guérissaient. Puis, je pense que les appendices, qui étaient peut-être moins familiers avec le lore des monstres de Donjons Dragons, étaient vraiment en mode escape game. Pourquoi le troll se régénère? Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ça? JF, tout de suite, s'est dit, la musique. Il faut arrêter la musique! Donc moi, dans ma tête de MJ, je m'étais dit, la pauvre petite prisonnière, elle va être sauvée par mon groupe de joueurs héroïques. Mais JF, tout de suite, je pense que c'était cette deuxième action du combat, fonce en direction de cette toute petite gnome enchaînée et maltraitée. Il lui prend la nuque et clac! Il lui casse le cou. Ok, ben moi, je vais y twister à la tête. Direct, là. À qui? À la fille, là, toujours. À la madame? Il se dit, on arrête la musique, le troll, il sera plus inspiré. C'est sans doute ça. Il tire sa force de la musique. Fait qu'on va juste tuer la personne qui a l'air la plus inoffensive dans la pièce. Et je dois dire, on a eu une belle réaction du public. Je pense que tout le monde était comme... Genre, je pense que tout le monde avait compris que le gnome avait absolument aucun lien avec la musique terrifiante. Il n'y avait pas d'incitatif mécanique à tuer cette prisonnière. Mais bon, le deuxième moment le plus chaotique, je le dois à un de mes joueurs les plus chaotiques. Vous le connaissez peut-être, c'est Benjamin Desiel. Grand comédien, improvisateur. C'est un créateur. Il a un accès fort à un imaginaire débridé. Il n'y a aucune limite dans la tête de Benjamin Desiel, puis ça fait des fois des mélanges explosifs avec le jeu de rôle. Et dans notre campagne de Pathfinder, de Iron Gods, qui est une espèce de monde à la Mad Max, dans un désert où règnent des espèces de gangs de voleurs, il devait avoir accès à une forteresse dans un dépotoir technologique au milieu du désert qui s'appelle Scrap Wall. Puis pour rentrer dans cette forteresse dépotoir, à l'entrée, il y avait comme une porte fermée et ils devaient prouver leur métal. Donc l'aventure proposait que les joueurs devaient montrer
aux sentinelles qu'ils étaient réellement des malfrats, qu'ils étaient prêts à intégrer un gang de voleurs et donc qu'ils avaient, je sais pas moi, tu sais, une attitude de bandit. Moi, je voulais juste faire une petite interaction de roleplay relax. Tu sais, un petit jeudi soir, en ligne, on s'attend à quelque chose de tranquille, là. Ils vont peut-être me sortir des cicatrices qu'ils ont eues, me raconter des combats qu'ils ont faits, mais Benjamin, qui interprétait Linia, une sorcière du désert très intense, a décidé d'en donner plus que le client en demande. Donc rapidement, Ben s'est mis à raconter toutes ses expériences d'anciens prisonniers. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont gagné leur nom de groupe, les Sextolards. Parce qu'ils voulaient s'appeler les Extolards, mais ça s'est très vite déformé. Et Linia s'est mis à s'auto-mutiler devant les gardes de Scrapwall. Puis très vite, les gardes étaient comme « Ok, parfait, vous avez prouvé votre métal. » Puis Ben était comme « Non, non, vous comprenez pas. » Et il s'est mis à sortir des dagues et à faire subir à son propre personnage les pires sévices inimaginables. Et je vais vous épargner les détails, mais tous les joueurs autour de la table étaient comme ça. Et tout le monde était comme « C'est bon, Linia, t'as prouvé ton métal. » « Non, non, vous avez rien vu. » Et elle s'est tellement auto-massacrée pour vraiment gagner une réputation dans Scrapwall. Puis après que cette rumeur-là a couru de tout ce que Linia était prête à faire pour prouver à quel point c'était une dure à cuire, les gens évitaient Ben. Ils avaient tellement peur de lui. C'était un moment grandement chaotique parce que je pense que tout le monde était comme « Arrêtez, madame! Arrêtez! Vous faites plus mal! Non, non, vous allez voir! » Et le sang a coulé. Benjamin, c'était beaucoup. Je pense que les images que tu as fait naître dans nos imaginaires collectifs ne sortiront jamais de nos têtes. C'est dommage que Linia soit morte quelques sessions plus tard, mais écoute, on la salue. Elle a été ressuscitée quand même, ne pleurez pas pour elle. La légende de Linia reste dans nos cœurs. Le troisième moment le plus chaotique, écoute, je pense qu'on va rester avec Benjamin. C'est un... Ça aurait pu être le top des moments les plus chaotiques de Benjamin Desiel. Mais on était dans la tombe de l'annihilation. Donc ça, c'est un donjon extrêmement mortel, très, très intense. Ça nous a pris 20 sessions, le traverser. Tu sais, c'est plein de pièges, de monstres, de puzzles. C'est à la fin d'un module officiel pour la 5e édition. Et il y a un des pièges qui a donné le plus de fil à retordre à mes joueurs, qui était, petit spoilers pour la tombe. Alors oui, si vous ne voulez pas connaître les pièges, ou ce piège-là, vous pouvez passer au prochain. Mais c'est un piège où est-ce qu'il y a un sarcophage, un faux sarcophage. C'est un sarcophage piégé. Puis dans la tombe, il y a plusieurs sarcophages qu'il faut ouvrir pour découvrir des objets magiques. Mais celui-là, c'est un piège et dès qu'on l'ouvre, la pièce se referme. Okay? Fait qu'il y a comme des portes qui se ferment partout, puis la pièce devient scellée et la pièce se remplit de vin. Fait que graduellement, il y a du vin qui rentre. Et la twist là-dedans, c'est que même si tu as des joueurs qui peuvent se transformer en poissons ou qui ont respiration aquatique, ben ce piège-là contourne ces défenses-là parce que les poissons ne peuvent pas respirer dans le vin. Et respiration aquatique permet de respirer dans l'eau, mais pas dans le vin. Donc c'est un piège qui est vraiment tordu, qui est fait pour que les joueurs se noient. Et il y a comme des espèces de créatures qui apparaissent aussi pour essayer de faire couler les joueurs. Fait que c'est bad. Mais heureusement, Benjamin Desiel avait été capable de sauter de l'autre côté de la porte et il n'était pas dans la pièce scellée. Donc, tous les espoirs du groupe reposaient sur Benjamin Desiel. Et Ben, de l'autre côté, avec son personnage qui était Tic-Tac, le gnome artificier génial, était comme « Je vais utiliser mon 21 d'intelligence pour trouver une solution. » Il s'est mis à réfléchir et c'était tellement dommage. Ben n'était pas capable de voir ce qu'il pouvait faire pour aider le groupe. Donc, peut-être pendant 10 tours de jeu, il a arpenté seul dans la tombe de l'annihilation pour voir s'il ne pouvait pas trouver un mécanisme pour arrêter le piège. Mais il était rendu seul et très, très, très loin et dans d'autres pièces dangereuses. À tel point qu'à un moment donné, Benjamin était rendu dans un monde parallèle. Il y a comme un couloir de la tombe qui mène vers une version parallèle de la tombe, avec les mêmes pièces, les mêmes pièges. Et Benjamin s'est retrouvé dans la pièce qui était la pièce jumelle, avec la fausse tombe. Et il s'est dit, peut-être que si je suis dans ce monde-là, puis que j'active le piège ici, ça va désactiver le piège dans l'univers 1. Vraiment un truc flyé. Mais comme de raison, cette pièce-là, c'était
exactement l'identique. Donc Ben a ouvert le sarcophage piégé et il a réactivé un autre piège de vin. Exactement le parallèle de ça, mais dans un autre monde. Fait que Ben s'est coincé dans une pièce où il y avait à nouveau du vin qui coulait. Tout le monde était comme « Ben! » Il a tellement peu aidé le groupe. Il s'en est sorti, hein? Je me souviens plus trop, je pense qu'il était capable de se faufiler. Mais oui, Ben, encore une fois, qui overthink un puzzle. T'sais, on en parlait, là, il y a tellement de moments chaotiques dans notre partie qu'on a fait avec les appendices. C'est des humoristes du Québec avec qui on a joué devant le public. Puis on se disait, tu sais, la partie avec Hakim Gagnon, où est-ce que il était sur 2 bateaux de pirates, puis il se lançait un chihuahua d'un bord à l'autre pour s'envoyer des messages. Il y avait une game avec Catherine Etier où elle avait avalé un tsunami en réalisant un jeu d'athlétisme. Mais un des moments que je veux me souvenir, c'est le combat final de la saison 2, où ils affrontaient un dragon rouge. Et ils avaient capturé un œuf de dragon, puis la maman dragon était venue récupérer son œuf. Puis le but, c'était juste de sauver, de survivre à cette rencontre-là. Je veux dire, je pense qu'ils étaient niveau 5 ou 6, fait que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un combat complet avec un dragon rouge adulte. Mais il se trouve que tout le monde a décidé qu'il voulait régler le cas du dragon rouge, de la maman dragon pour garder l'œuf. Fait que ça a été un combat très bizarre, où il n'y a aucun coup qui a été donné. Mais personne ne se sauvait, tout le monde voulait juste rester là. Antoine Vézina, qui jouait le père de plusieurs des membres de mon groupe de joueurs, regardait le dragon dans les yeux et faisait des jeux d'intimidation pour faire là. C'est là que ça va se passer. Je trace une ligne dans le sable. Je vais tracer une ligne dans le sable. T'avances pas. Je te préviens, là. Tu dépasses pas cette ligne-là. Et là, le dragon lui crachait du feu dessus, puis il était comme, OK, j'ai compris. Tu veux jouer à ça? M'a tracé une autre ligne. Ça, là, je veux pas voir du feu passer cette ligne-là. Ça a été un massacre. Je pense que c'est mon seul vrai TPK en carrière, là, où tous les joueurs finissent inconscients au sol. C'était ça la game, écoute. C'était très chaotique. Mais oui, cette partie-là, je me souviens que le personnage de GF, Wayne, était dans la gueule du dragon, puis il refusait de l'attaquer. Il avait pris sa bourse, puis il vidait toute sa bourse dans la gueule du dragon pour essayer de l'étouffer. Je sais pas, il cherchait une façon de résoudre ce combat-là autrement que par la violence. Il y a peut-être de quoi là, une leçon à tirer, cher maître de jeu. Parfois, nos joueurs, ce qu'ils veulent, c'est autre chose que du combat. Et quand on leur en donne beaucoup, parfois, ils vont essayer de trouver une flexibilité dans votre histoire pour faire « Hey, y a-tu une façon de sortir de cet affrontement-là sans qu'on soit vidé de nos points de vie? » Moi, j'ai beaucoup appris suite à ça. Je me suis montré plus flexible, plus ouvert à des solutions pacifiques. Mais en même temps, c'est intéressant ce que ces moments chaotiques peuvent créer comme moment d'histoire. Oui, il y a des combats épiques, tactiques, où on utilise nos pouvoirs de la meilleure façon. Oui, il y a des rencontres sociales, touchantes, réalistes, auxquelles on peut croire. Mais certains de mes moments préférés, inoubliables, c'est des moments chaotiques, imprévisibles et calissement niaiseux. Fait que merci tout le monde pour ces moments absurdes, puis j'espère en vivre beaucoup d'autres. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos moments les plus absurdes, les plus chaotiques de vos parties de jeux de rôle. Et Internet. J'en profite là, je finis la vidéo là-dessus, mais on a un festival de jeux de société qu'on organise à Montréal cet été. Donc si tu es dans la métropole du Québec, le 25, 26, 27 juillet, right? Ben, il faut que tu viennes nous voir, c'est au Quartier Latin, sur la place Pasteur. Donc, on va jouer à des jeux sur scène, tu peux tester des nouveaux jeux, il y a plein d'activités organisées, il y a du jeu de rôle dans la foule. Ça va être vraiment chouette, pour vrai. Fait que c'est une activité 100% gratuite. N'hésite pas à partager l'information, à en parler autour de toi si tu as des amis qui sont à Montréal pour cet été. Ça va être vraiment génial. Fait que viens nous dire bonjour! Viens jouer avec nous! Puis on se revoit dans une autre vidéo, guys. Soyez pas trop chaotiques. Juste assez.